Voilà, c'est la suite, j'étais en train de vous parler de Christophe Nolot. Il vit à Paris, il s'occupe du Roaming, R-O-A-M-N-G, chez Orange, et avant il s'occupait du Wi-Fi. Le Roaming, c'est le transport de vos communications de portable quand vous allez en voyage à l'étranger. Je pense qu'il a beaucoup de relations avec les fournisseurs de portables à l'étranger, il voyage beaucoup. J'avais un autre ami aussi qui s'appelait Philippe Brignoud, c'était son ami. Il dirige une succursale à Singapour, mais avant c'était au Japon. Il travaille pour Schlumberger et pour une de ses filiales. Il dirige une filiale. Il est très intelligent aussi. On était tous les trois très amis. On se voyait tous les dimanches. Il m'aimait tous les deux. Petite en primaire, c'était Philippe que j'aimais. Dès que je le voyais, mon cœur battait. Il était beau, Philippe, tout brun. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas encore marié. Il avait beaucoup de responsabilités. Il travaillait chez Schlumberger, je ne sais plus où en France, mais très loin, vers Lyon, je pense. Mes filles étaient petites, j'étais très malheureuse. J'aurais tout donné pour qu'il m'emmène avec lui. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a compris, je pense, que j'étais malheureuse. Il a pris mes filles dans ses bras, il m'a regardé. Il savait, puisqu'on les a tous forcés à ne pas me toucher. J'ai vu Christophe jusqu'à temps qu'il se marie. Tous les deux se sont mariés assez tard, mais Christophe avant Philippe. À Noël, j'allais chez mes parents à la messe de minuit. Même quand j'avais mes filles, il n'était pas encore marié. Et au sortir de la messe, on se regardait, puis on se parlait pendant un quart d'heure de choses sans importance, juste pour se regarder. Puis après, je montais dans ma voiture et puis je pleurais. Pourtant, j'étais mariée depuis longtemps, vous savez. J'ai jamais aimé mon ex-mari. Quand il a tué en 76 deux femmes, je vous l'ai déjà raconté. C'était un deal, la liberté contre mon harcèlement, mais il fallait attendre que tous les autres m'abandonnent pour que vraiment j'accepte d'être avec lui. C'était intelligent, vous savez. Alors le 8 mai 77, un des plus beaux jours de ma vie. Je voudrais que ça recommence, tellement c'était beau. S'il me regarde, il s'appelle André Maillet. Il habite à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, 18 bis rue Soudinière. Je connais par cœur son adresse. Une fois, je me suis garée devant sa maison. J'ai vu qu'il avait une 306 blanche. Moi, j'avais une 306 grise. J'ai regardé une petite maison de pêcheur très jolie, à côté du port à Croix-de-Vie. J'ai regardé longtemps, puis j'ai pleuré. Ça devait être en 2002, je crois. J'ai jamais oublié. Mon frère Paul faisait partie de la JOC, les Jeunesses ouvrières chrétiennes. Il connaissait sa pute de femme, une petite laide avec un gros derrière. Elle est d'Ancenis à côté d'Angers. Elle était agricultrice et puis lui aussi. Ils se sont rencontrés, un truc comme ça. Des vacances au ski. Jeunesse ouvrière chrétienne. Des trucs hypocrites. Si vous aviez vu leur mariage, c'était à chier d'hypocrisie. Des poèmes. Elle s'était plantée des fleurs, des marguerites dans ses cheveux qu'elle n'arrivait pas à coiffer tellement ils étaient laids. Puis ils avaient obligé mon frère à réciter des poèmes, lui qui pense qu'à baiser. Je ne savais pas à l'époque, mais il avait l'air niais déjà. Mon frère, Dominique et moi, on se regardait en riant. Dominique, c'est quelqu'un de très discret. Il n'aime pas s'exposer comme eux. Eux, ils vont à la messe tous les dimanches, au premier rang. Façon de parler, quoi, toujours devant, avec leurs enfants, et leur espace neuf, et leur gabardine neuve. Les riches de Salertaine. Maintenant, tout le monde sait qu'ils ont un bracelet électronique, je pense qu'ils y vont plus. Et ils savent pourquoi les gens. J'ai téléphoné à mon ancienne institutrice, Madame de Noël, je lui ai demandé de tout répéter. Il y a à peu près un mois. Je souffrais trop. Je voulais vous dire que il m'a il m'a demandé si je voulais venir. Il y avait d'abord une messe, puis après une fête.
des jeunesses ouvrières chrétiennes et c'était les seuls endroits où j'avais le droit d'aller. Pas de risque de rencontrer de garçons, vous voyez. C'est ce qui s'est passé. La messe était vers 11 heures. Il faisait un temps magnifique, c'était à côté de la plage, messe en plein air. C'est beau. Je m'en rappelle comme si j'y étais. J'étais belle, belle. Je le savais même pas. J'étais très complexée, je me trouvais laide. Ma mère me répétait tous les matins que j'étais laide. Depuis enfant, quand elle me coiffait. Elle me disait, Annie, t'as pas de chance, le bon Dieu t'a pas gâté. Tu te marieras jamais. Il n'y aura pas d'hommes qui voudront de toi. Tu es trop laide. Tu pourras être religieuse. Et je pleurais. Et je disais, je veux pas être religieuse, je veux des enfants. Je veux des enfants. Remarquez, j'étais servie. Et elle me disait, tu pourras pas. Tu es vraiment laide. Elle m'a répété ça tous les matins quand j'étais petite en me coiffant. Et puis après, en grandissant, regarde ta sœur, à côté de toi. Regarde, t'es rien. T'es qu'une merde. Elle me disait, j'ai 33 ans de plus que toi, mais je suis plus belle que toi, en se coiffant devant la glace. La dernière fois que je l'ai vue, quand je suis rentrée à la maison, c'était pour aller sur la tombe de mon père. Elle m'a dit, tes cuisses sont ridicules de grosseur. Alors que si je suis grosse, c'est à cause de toutes les maltraitances. Et avant de partir, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est coiffée dans le miroir de sa chambre. Puis elle m'a dit, moi, j'aurais pu être une femme de docteur. Mais elle est stupide. Elle a même pas son certificat d'études et elle sait à peine écrire. J'ai rien contre les analphabètes. Il y en a qui sont très intelligents, mais pas elle. J'avais envie de dire un docteur, il prend pas une idiote comme épouse. Vous savez, mon ex-mari, après qu'ils aient coincé Charles, et je vais vous expliquer comment, il a obligé à avoir des rapports avec toute ma famille, en filmant, y compris avec ma mère. Sur la table de ma cuisine, pendant que je dormais à Alençon quand mes parents venaient. Ils obligeaient les enfants à regarder. Ma mère. C'est mon mari qui exigeait ça. Il a fait fabriquer de fausses preuves contre Charles, pour un crime pour lequel il y est pour rien. Et s'il obéissait pas, il avait droit à 30 ans de prison. Il y est pour rien. Je vais tout vous raconter. Alors il a obéi à tout. Et mon ex-mari a dit si un jour il était lavé du crime parce que c'est sa femme, Joël Marié, qui pourrait tout raconter et puis le blanchir. J'espère qu'elle vit encore pour que quelqu'un l'interroge et qu'elle dise la vérité, pour le laver. À partir de ça, il l'a obligé à faire des choses horribles, à coucher avec toute ma famille. Toute ma famille. Mes amis de lycée, mes collègues à Nantes comme ailleurs. À chaque fois, j'avais des nouveaux collègues. Mon ex-mari l'obligeait à coucher avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est dit que si un jour Joël Marié parlait, on saurait que tout avait été construit d'un bout à l'autre. Il était jaloux de lui parce que je l'aimais. Charles Baron, mon docteur à Alençon, c'est le fils de Charles de Gaulle, il lui ressemble beaucoup. Il est né le 29 juin 1945. Alors il s'est dit, je vais le filmer, je vais l'obliger avec, comme je le tiens, je vais l'obliger à coucher avec tout le monde. Comme ça, quand Annie, si un jour il est lavé, Annie voudra jamais de lui, je lui enverrai les films. Il a même obligé avec mes enfants. Il avait le choix entre ça et 30 ans de prison. Les enfants veulent pas m'en parler. Je comprends, vous savez. Je reviens sur le 8 mai, je vous parlerai de cette horreur après. L'amour, c'est plus beau que tout, sachez-le. Ça efface tout. Donc, je suis arrivée, il faisait beau, je me suis mise sur un banc, et puis à côté, il y avait un banc en diagonale. Et il y avait un garçon superbe, grand, beau, les cheveux bruns frisés.
je dirais pas frisé, je dirais des boucles qui tombaient un peu partout autour de son visage, très épais. Un visage magnifique, des yeux noirs, marron noir, très intense, et puis une belle bouche. Il était superbe. Il dégageait surtout quelque chose. Il a commencé à me regarder. C'était la première fois qu'un garçon s'intéressait ouvertement à moi, parce qu'on ne l'avait pas encore violé ce jour-là, vous voyez. Il m'a regardé. Toute la messe. Moi aussi. J'ai baissé les yeux, parce que j'étais timide. Puis je vérifiais de temps en temps, est-ce qu'il me regarde encore. J'avais un jean et puis un petit pull marin rayé, je me souviens, un petit t-shirt, des baskets. Je l'ai porté que ça tout le temps, jusqu'à temps que je travaille parce que j'avais droit à rien. J'ai commencé à 16 ans à travailler à toutes les vacances pour m'offrir des habits. Un jean Levi's, ma mère me faisait porter les vêtements de mes cousins, cousines. À la limite, j'aurais même pu porter les vêtements de ma sœur qui était plus grosse que moi. Après la messe, il est venu vers moi et puis il m'a dit avant de manger, est-ce que tu veux bien qu'on aille se promener au bord de la mer? Non, c'était après manger. Il m'a dit, est-ce que tu veux bien manger avec moi? Il fallait emmener un pique-nique. J'ai accepté. On a mangé dans l'herbe. Il a commencé à me faire rire. Il était drôle. Drôle. Il avait perdu sa maman à 4 ans d'un cancer. Il était le dernier d'une grande famille. C'était 9, je crois. Je m'excuse d'aider si tu me regardes, si je me trompe. Il était très gâté par ses frères et sœurs, mais sa maman lui manquait. Un jour, j'ai fait une bourde. Il avait une vieille rose sur sa mobilette, une rose synthétique. Je m'en suis moquée parce que c'était vraiment pas beau. Et il m'a dit, je l'ai pris sur la tombe de ma mère. Comme ça, elle ne me quitte jamais. Je savais pas. Je m'en excuse. Il en avait à peine le souvenir, vous savez. C'est pour ça il était très intelligent, mais il s'intéressait pas à l'école, il travaillait pas, il était en BEP sanitaire et social et il s'en fichait. Quand il m'écrivait, il faisait plein de fautes d'orthographe, mais c'était beau ce qu'il écrivait. Vous savez, on peut être très intelligent et ne pas être adapté au système scolaire quand quelque chose ne va pas. Ça, je comprends parce que j'ai eu beaucoup d'élèves comme lui, beaucoup. L'intelligence et l'école, c'est deux choses différentes. Quelquefois, ça colle, d'autres fois pas. J'ai passé la plus belle journée de ma vie. Je peux dire que j'ai jamais eu une journée aussi heureuse. Si je fais une rétrospective de toute ma vie, je peux dire que c'était la journée la plus heureuse. J'ai pas eu une seule seconde de bonheur comme j'ai pu sentir cette journée-là avec mon ex-mari, par exemple. Pas une. Il le sait, je pense, c'est pour ça qu'il me hait. Après manger, on est allé sur la plage qui était à 1,5 km, c'était à Bretignolles-sur-Mer. On a marché dans la dune après. Et dans la dune, il m'a pris la main. C'était naturel, on savait. Entre nous, on savait. Il avait déjà eu une copine pendant longtemps qu'il avait laissée. Ou lui qui l'avait laissée. Il y tenait pas, je crois. C'était un peu pour faire comme tout le monde, pour flirter. Il avait 19 ans, j'en avais 17. À peine. 6 ans et demi. 18 ans et demi, il avait. Il est en 58, je crois. Je me souviens plus de sa date de naissance. Je sais qu'il est poisson, il me semble. Je m'excuse si je me trompe. Et puis on s'est assis dans les dunes et il me dit, je vais te montrer quelque chose. On va faire un jeu. Et il y avait des coquelicots. Plein. Et il m'a dit, dans les boutons de coquelicots, si j'ouvre, il en a ouvert quelques-uns, tu vas voir, ils peuvent avoir toutes les couleurs. Bleu, rose, vert, jaune. C'est que quand ils sont ouverts, ils sont tous rouges. Tu vas deviner la couleur. Puis il ouvrait au fur et à mesure. J'étais très timide, mais je lui ai pris sa main et puis j'ai commencé à l'embrasser sur la bouche. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas lui.
J'étais gauche.